Et on poursuit avec notre partenaire du jour, Xavier Van Lierde, qui est donc journaliste pour Radio Courtoisie. Nous sommes également avec Richard de Sèze et Pierre-Alexandre Bouclé, notre président, chers auditeurs. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour à tous. Bonjour Xavier Van Lierde, merci d'être avec nous. Merci Richard de nous avoir rejoints. Xavier Van Lierde, vous avez la parole. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Richard, bonjour Liselotte, bonjour Pierre-Alexandre. Je pense que, comme moi, vous avez été sidérés par l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk, et que, comme moi, vous avez été encore plus sidérés par la façon dont le camp progressiste, de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême centre, a peu ou prou expliqué, voire justifié, voire même carrément célébré pour les plus zinzins d'entre eux, cet assassinat. Car là, bien sûr, le plus sidérant et le plus inquiétant que ce crime suscite, sinon une franche approbation, au moins une forme de compréhension de la part de ce camp. Pour résumer, il déplore l'assassinat, mais tout en manifestant de la compréhension pour les motivations de l'assassin. En gros, il serait d'accord pour qu'on l'empêche de parler, mais avec d'autres méthodes que faire couler le sang. Alors comment expliquer une telle dérive? Comment expliquer que ceux qui prétendent lutter contre la haine se laissent à ce point submerger par elle? Comment expliquer que ceux qui prétendent refuser l'extrémisme se laissent aller justement à de telles extrémités? Une explication possible serait que le camp progressiste est juste composé de sales hypocrites. C'est un peu court, et surtout c'est beaucoup trop court pour tenir une chronique de 5 minutes. Alors j'ai cherché une explication un peu plus loin, je suis tombé sur un concept beaucoup plus savant, beaucoup plus raffiné et subtil, la polarisation affective. Vous avez déjà entendu parler de la polarisation affective? Non. Vous allez tout nous dire, Xavier. Alors je vous explique, je suis là pour ça. Donc la polarisation affective, eh bien, j'en ai découvert le concept dans une étude du Mercator Forum Migration und Démocratie. C'est un think tank de l'université de Dresde et qui a consacré à une étude à cette polarisation affective dans toute l'Europe. Donc, la polarisation affective, je commence par une définition, désigne l'incapacité d'une personne ou d'un groupe à supporter qu'existent des personnes ayant des idées différentes des siennes. En gros, la polarisation affective, c'est un peu le nom scientifique de la bonne vieille intolérance. Polarisation affective et idéologique, en revanche, ça c'est très important, ne se recoupent pas nécessairement. En effet, un individu qui défend des politiques et des opinions réputées radicales, mais acceptant de dialoguer avec ceux qui défendent des opinions contraires aux siennes, n'est pas affectivement polarisé. À l'inverse, un individu qui défend des opinions politiques réputées modérées, centristes, mais considérant que les opinions des autres sont intolérables, nauséabondes, voire simplement des délits, eh bien, est affectivement polarisé. Ainsi, prenons un exemple. Un électeur du RN qui accepte de dialoguer avec ses adversaires politiques est moins affectivement polarisé qu'un macroniste qui considère que les idées du RN n'ont pas leur place dans le débat politique ou les institutions. Ça nous dessine quand même quelque chose comme l'existence réelle d'un extrême centre. Pour prendre un exemple récent, les députés de tous bords qui avaient refusé de serrer la main du Benjamin de l'Assemblée nationale parce qu'il était RN ont montré un haut degré de polarisation affective, tandis, et en tout cas beaucoup plus élevé que ce malheureux député qui leur tendait désespérément la main. De même, lorsque, en 2002, on fait de l'archéologie maintenant, Chirac a refusé de débattre avec Le Pen sous prétexte que face à l'intolérance et à la haine, il n'y a pas de transaction possible, pas de compromission possible, pas de débat possible, eh bien, il faisait preuve de son... Il avait surtout la trouille. Oh non, je pense qu'il avait un très haut degré de polarisation affective, c'était quelqu'un d'un peu affectif aussi. Chirac, c'était pas qu'un monstre froid, il avait la tremblote en pensant certaines idées. Une certaine polarisation idéologique est donc... C'est vraiment le cœur de mon intervention, là. Une certaine polarisation idéologique est bénéfique à la démocratie, car elle permet un débat. Il faut, en démocratie, qu'il y ait des gens qui aient des options différentes pour permettre un libre choix, notamment lors des élections. Comme l'écrivent les auteurs de l'étude allemande, dans une société libre, démocratique et pluraliste, la diversité des opinions n'est pas une source de préoccupation. En revanche, la polarisation affective est néfaste car les gens qui en sont atteints tendent à considérer que la diversité des opinions est un problème à résoudre, puisque seules leurs propres opinions sont légitimes, les autres doivent alors être censurées. Les auteurs précisent ainsi qu'une forte polarisation affective est donc généralement considérée en sciences sociales comme un facteur négatif qui menace la cohésion des sociétés,
met en péril les fondements des démocraties libérales et peut aller jusqu'à favoriser l'apparition de véritables guerres civiles. Or, il se trouve que l'étude de l'université de Dresde démontre que, contrairement à une idée reçue, partout en Europe, les électeurs présentant les plus hauts degrés de polarisation affective, donc les plus intolérants, sont les électeurs se déclarant de gauche. Plus précisément, les auteurs de cette enquête allemande écrivent que partout en Europe, là je les cite, partout en Europe, les électeurs soutenant la gauche, l'extrême gauche ou les partis écologistes sont nettement plus polarisés que les partisans des autres partis. Je continue de les citer. Les personnes ayant des positions progressistes ont tendance à évaluer très positivement les personnes ayant des idées similaires aux leurs, tout en exprimant des sentiments très négatifs envers ceux qui ont des opinions différentes. Et à l'inverse, la même étude fondée sur une enquête de terrain à la fois qualitative et quantitative, la même étude souligne que les non-votants, les partisans des partis conservateurs ou dits populistes, sont ceux qui manifestent le moins d'aversion envers les personnes ayant des opinions différentes des leurs. En d'autres termes, ils sont plus tolérants. Alors pour expliquer cette intolérance de la gauche progressiste, l'étude évoque un faisceau de facteurs concourant à ce qu'il appelle sa rigidité idéologique. Alors je les liste. 1. La gauche progressiste se pense dépositaire et exclusive de la morale. Elle défend le bien contre le mal. Que dis-je ? Elle est le bien et les autres sont le mal. Or, ne transige pas avec le mal et ses adversaires sont donc mécaniquement diabolisés, combattus dans une dynamique éradicatrice qui est digne des guerres de religion. Elle ne fait plus de la politique, elle fait de l'exorcisme. Deuxième facteur qui contribue à sa rigidité, la gauche progressiste se pense dépositaire de la raison. Elle justifie ses opinions avec des formules absolues telles que la raison ou la rationalité, ce qui les rend indiscutables au sens propre. Hors du cercle de la raison, comme on l'appelle, il n'y a plus que délire et complotisme. Troisième facteur de rigidité, la gauche progressiste est prétentieuse. Ça, on s'en est tous rendu compte dans notre vie privée et professionnelle. Désormais, elle est essentiellement constituée de classes urbaines diplômées. Elle se pense supérieurement intelligente. Si je résume, au-delà du périphérique parisien ou lyonnais ou bordelais ou rennais, eh bien, il n'y a plus pour elle que des ploucs descendants, des déplorables, bref, des ignares, des gilets jaunes. Pour ses partisans, la gauche et le progressisme tendent ainsi à devenir une forme d'identité personnelle, si bien que celui qui pense autrement est perçu non pas comme une menace politique, mais une menace existentielle. Toute divergence cause sa panique et sa réaction est alors l'appel à l'exclusion, à l'interdiction, la censure, voire, comme on l'a vu désormais, à l'assassinat, comme on l'a vu avec Charlie Kirk. Charlie Kirk, je trouve que cette étude éclaire d'un jour nouveau l'assassinat de Charlie Kirk et les réactions qu'il a suscitées. En effet, on découvre qu'il a été une cible, non pas parce qu'il était simplement conservateur, mais aussi et surtout parce qu'il venait porter ses idées jusque dans les campus américains les plus progressistes. Il était assassiné parce qu'il faisait le pari du débat et du dialogue, et donc d'une certaine manière d'une forme de vivre ensemble démocratique avec ses adversaires politiques. Mais ceux-ci ne partageaient pas ce sens du dialogue du débat, car pour quelqu'un de polarisé affectivement, il est simplement impossible de cohabiter, de débattre. Le débat est une agression. Entre eux et les autres, il faut donc dresser une barrière infranchissable, quelque chose comme, comment pourrait-on l'appeler, un cordon sanitaire. Et bien sûr, ce réflexe d'ordre prophylactique des progressistes, ce refus du vivre ensemble avec leurs compatriotes conservateurs, ne touche pas le seul assassin de Charlie Kirk, pas les seuls excités Antifa, mais peu ou prou l'ensemble des progressistes. Et nous en avons eu assez récemment une démonstration éclatante lorsque voici quelques mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, tous les progressistes avaient dit « on quitte le réseau X Twitter ». Alors, pourquoi vous souhaitait-il quitter X Twitter ? Non pas parce que ce réseau les censurait, non, il voulait quitter X Twitter parce que depuis l'arrivée de Musk à sa tête, le réseau ne censurait plus les autres. En d'autres termes, il voulait quitter X Twitter parce que X Twitter était redevenu, ce qu'elle aurait toujours été, une agora où se croisent des gens aux opinions différentes. Et effectivement, horreur, sur X, les gens de gauche et les progressistes devaient croiser des électeurs du RN ou de Reconquête, voire des anciens gilets jaunes qui avaient depuis longtemps disparu de leur quartier. Alors on pourrait sourire de cette attitude si elle ne venait confirmer, comme l'avait d'ailleurs bien perçu l'essayiste Mathieu Bock-Côté, que cette intolérance croissante de la gauche débouche sur une sorte de totalitarisme sans le goulag peut-être, et encore, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir absolu, mais comme on l'a vu, pas sans assassinat. Merci Xavier Van Lierde pour cet édito. On en discute avec l'équipe.
Et première question, parce que c'est celle qui m'est venue en lisant justement votre édito, quand vous nous expliquez que la gauche se sent dépositaire de la morale et de la raison, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait aussi objectivement affirmer à droite ? Je pense que sur Radio Courtoisie, on a beaucoup d'intervenants qui estiment qu'effectivement la morale et la raison, ça a aussi quelque chose de parfaitement objectif et que affirmer la détenir à droite, en fait, c'est pas un problème. Là, ce que vous nous expliquez, c'est qu'en faisant ça, on tomberait dans les mêmes excès que la gauche. Le simple fait que vous posiez la question, Liselotte, prouve qu'il y a une différence de nature entre la droite et la gauche, car sur une station de gauche, en tout cas de gauche de service public, il est évident qu'on ne commencerait pas la conversation par une forme d'auto-examen critique. Alors, je vais toutefois le faire. Il ne s'agit pas de plaider pour un relativisme de droite, de dire que finalement, on ne croit en rien, que la vérité n'existe pas, que la morale n'existe pas, que la décence commune n'existe pas. Tout cela existe. En revanche, j'ai quand même le sentiment que à droite, on sait que ces choses existent, mais on les envisage comme un objectif, une quête à atteindre. Et l'un des moyens pour trouver cette vérité, c'est justement le débat contradictoire. La capacité à discuter, y compris avec d'autres, dans une dialectique qui nous permet de progresser. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment le sentiment qu'en discutant avec des gens progressistes ou de gauche, je vais pouvoir affûter mes arguments et qu'ils vont m'aider par leurs questions à trouver cette fameuse vérité qui, je le crois, existe, mais je ne m'en sens pas dépositaire. Je sais qu'elle existe et je la cherche. Un peu comme d'autres peuvent chercher la foi. La foi, c'est le doute. Eh bien, tout en étant tout le contraire d'un relativiste, personnellement, par exemple, eh bien, je ne prétends pas avoir résolu l'ensemble des questions. Voilà. Et mais c'est surtout que vous n'en faites pas le même usage. C'est-à-dire, un gauchiste, une fois qu'il a expliqué « je suis la voie, la vérité et la vie », en tire comme unique conclusion, non pas qu'il va aller prêcher les autres, mais qui va empêcher les autres de parler. Exactement. Mais précisément, parce que de notre côté, le débat est vu comme un instrument qui permet de stimuler la réflexion. Alors que les autres sont pour l'éradication de l'adversaire. Alors que les autres pensent que nos idées vont polluer leur univers et pas le stimuler. Voilà. C'est quelqu'un de droite est capable d'admettre que quelqu'un n'aime pas chasser, si tant est que tous les gens de droite aiment chasser, mais quelqu'un de gauche va faire en sorte que plus personne ne puisse posséder de fusil. Exactement. Il y a quelque chose qui m'a fasciné quand j'ai appris que vous alliez nous parler en quelque sorte de cette justification de la violence chez la gauche. Ce sont ces études qui paraissent régulièrement à l'université de Chicago sur la perception de la violence en politique aux États-Unis. Et notamment, c'est une étude de juin 2024 où on demandait aux gens auprès de qui l'enquête était faite, donc une fois plus une enquête de l'université de Chicago. Pensez-vous que l'usage de la force est justifié pour faire en sorte que Trump retrouve la présidence, pour empêcher Trump de devenir président ? Voilà quelle était l'alternative. Eh bien, 6,9% des personnes pensaient que l'usage de la force pouvait être une bonne idée pour faire en sorte que Trump redevienne président, mais 10% du même échantillon consulté considéraient qu'il fallait que la force était justifiée pour empêcher Trump de devenir président. Si on rapporte ces deux proportions à l'ensemble de la population américaine, 18 millions de gens étaient prêts à prendre les armes, entre guillemets, pour faire en sorte que Trump redevienne président, et 26 millions d'Américains étaient prêts en fait à prendre les armes pour empêcher Trump de devenir président. Donc, la gauche est plus violente et la gauche surtout l'assume. Et toute l'enquête était assez passionnante et assez brève. Et il y avait surtout 22,6% des personnes qui étaient un peu ambivalentes. Voilà. Peut-être que ça vaudrait quand même le coup de prendre alors si j'additionne les 22,6% et les 10%, j'ai un tiers des Américains qui étaient carrément tentés ou peut-être tentés à l'idée de violenter l'ensemble des républicains pour empêcher que Trump soit élu. Et après ça, les gens s'étonnent et disent, avant même l'élection de Trump, que c'est la faute de Trump si tout est polarisé. Ben non, en fait. Et donc si on prend... Donc ce sont des pourcentages qui portent sur l'ensemble de l'échantillon, de la société, c'est ça ? Oui. Donc en fait, pour avoir le chiffre, le pourcentage des gens de sensibilité démocrate ou progressiste, il faut les multiplier par 2, puisque c'est une société à peu près divisée en deux parts. Donc c'est gigantesque.
C'est gigantesque. Et surtout, on se rend compte, comme d'habitude, que les politiciens en France nous peignent la gauche comme un ensemble de végétariens en train de manger du quinoa. Pas du tout. La gauche, c'est les Black Blocs. La gauche, ce sont les milices armées aux États-Unis. En fait, est-ce que vous appartenez à une milice armée? Eh bien, en projection sur l'ensemble de la population américaine, on est un peu surpris. Mais voilà, de dire, eh bien, 1,7% des démocrates appartiennent à une milice armée et 3,4% des républicains. Donc, on a quand même la moitié des démocrates par rapport aux républicains qui se sont constitués en force armée. On les voit défiler dans les rues des villes américaines, et notamment au moment de Black Lives Matter. Ce sont des militants habillés de manière paramilitaire, avec des fusils d'assaut et des colts pendant à la ceinture, avec des jeunes femmes à corte, à la poitrine aussi avanteuse que leur pistolet, et qui sont en train d'appeler au meurtre des Blancs ou à celui des Républicains. Oui, alors vous avez utilisé un cliché rigolo opposant donc la gauche violente aux mangeurs de quinoa un peu métrosexuels. En réalité, c'est amusant, bien entendu, mais ce que ces études tendent à nous faire comprendre, c'est qu'on peut tout à la fois être un mangeur de quinoa et être extrêmement intolérant et extrêmement violent. En tout cas, l'étude de l'université de Dresde nous invite justement à ne plus créer une équivalence et une superposition. À séparer le bon grain de quinoa de l'ivraie de la violence. Exactement. C'est-à-dire que les imageries et les attitudes que nous associons spontanément à des attitudes pacifiques, tolérantes, comme un mangeur de quinoa, c'est pas très dangereux, ou quelqu'un qui est en faveur de la transsexualité, ce n'est pas très dangereux. En réalité, la violence et l'intolérance peuvent cohabiter avec les idées dites qu'on associe habituellement à la tolérance, c'est-à-dire que ça ne se recoupe pas. Oui, c'est surtout ça le point clé. Même s'ils ne sont pas prêts, si certains ne sont pas prêts à passer à l'acte, en tout cas, ils vont justifier les actes de ceux qui le font. Eh bien, contrairement à ce qu'on croit, là, la culture de la violence est extrêmement forte, notamment chez les écologistes aux États-Unis, mais aussi en France, donc chez des mangeurs de quinoa. Éco-warriors. Voilà, ce qu'on appelle les éco-guerriers, ou voilà, ce sont des gens qui sont eux-mêmes organisés sous forme de guérilla et qui considèrent que pour faire triompher leurs idées, la violence est légitime. Et là, évidemment, on est encore au-delà de la lutte contre le fascisme, puisqu'ils invitent sauver la planète et qu'ils en sont persuadés et qu'ils sont toxiques. Donc, la violence est inscrite dans leurs idées qu'on présente comme sympathiques, mais en réalité, toute idée, même sympathique, dès lors qu'elle ne supporte plus l'expression de toute alternative, eh bien, mène à la violence. Mais elle n'est même pas sympathique. Pardon Richard, mais en fait, il y a, je pense, ce qui distingue les gens de droite des gens de gauche. Déjà, souvent à droite, il y a quand même plus souvent des chrétiens, et il y a quand même une notion déjà du péché originel qui fait qu'on ne va pas chercher à imposer notre point de vue à tout ce qui bouge, parce qu'on est capable de remise en question. Ensuite, on ne va pas chercher le paradis sur Terre, ici et maintenant, puisqu'on a des espoirs pour plus tard, les gauchistes moins. Et après, nous n'avons pas un corpus doctrinal commun, c'est-à-dire qu'on parle des droites, d'ailleurs on ne parle pas de la droite, enfin, en théorie, tandis qu'on parle bien de la gauche, même si elle a des différences, des différentes émanations, avec un corpus doctrinal qui est le même, c'est-à-dire qui est le marxisme. Et le marxisme, c'est quand même la lutte des classes. C'est-à-dire que fondamentalement, on nous dit toujours le fascisme c'est mal parce que c'est des méchants, ils ont une pensée méchante naturelle, et le marxisme c'est un idéal qui est beau même s'il a été dévoyé. C'est pas vrai, c'est un sale idéal qui entreprend donc la notion de lutte des classes, et si on lit le Capital, si on lit le manifeste du Parti communiste, ce sont des lectures à faire, comme le Coran, on se rend compte que c'est profondément méchant. Ce sont des gens qui disent, non mais c'est vrai, il y a une catégorie de la population à exterminer parce qu'elle incarne physiquement une catégorie de population à exterminer, et il ne peut pas y en avoir de bons. Il n'y a pas de bons bourgeois, il n'y a pas de bons... Bon. Et surtout, ça a été mis en œuvre. C'est-à-dire en fait que la gauche a l'air d'oublier, et on est encore sous le choc des déclarations de ce communiste qui mettait des guillemets aux 100 millions de morts des communismes. Bella Kun a fait la révolution, les gens se sont fait massacrer. Lénine et Staline a fait la révolution, les gens ont été massacrés. Staline a pris le pouvoir en Ukraine,
Et en Pologne, Oui. les gens ont été massacrés. Mao a pris le pouvoir en Chine, à Cuba, les gens ont été massacrés. En et Corée, avant eux, leurs grands ancêtres, les robespierristes et le comité de salut public en France. C'est un et à fait chaque fois, c'est implacable. présenté comme Oui. étant logique, parce qu'en fait, on est en train d'écraser les ennemis. Oui, Voilà, donc- mais alors et en plus, ils n'ont pas attention d'humour. de ne pas repolariser et ne pas que focaliser sur l'extrême gauche, car on retomberait dans ce piège qui consiste à penser que seuls les extrêmes Ah non, dont mais les moi, mains- non, mais non, je parle de termine, toutes les gauches. sont capables de violence, alors que cette étude démontre que le progressiste, centriste, Oui. modéré, qui professe des opinions modérées, peut lui aussi être tenté, sinon par la violence directe, au moins par des attitudes extrêmement totalitaires. Et c'est ce qui définit l'extrême centre d'aujourd'hui, des gens qui professent des idées généralement assez molles ou qui passent pour molles, qui passent pour être dans la vie quelqu'un de pondéré, mais qui va vous expliquer très tranquillement que c'est tout à fait normal que vous ne participez pas aux élections, que vos journaux soient fermés et que vous teniez bien sage en démocratie, Et privé qu'il- du droit de voter pour qui vous voulez, etc., etc., etc. Et qu'il est tout à fait normal, pendant le Covid, de jeter les gens chez eux, de les enfermer chez eux, Exactement. et de réclamer sur une télévision publique, par la voix de tous les extrêmes centristes, que en fait, ceux qui ne sont pas vaccinés Sont des sous-citoyens. sont des sous-citoyens qui ne devraient pas avoir accès à l'hôpital, qui devraient mourir, avec le président de tous les Français expliquant que son but dans la vie est, je cite le président Macron, d'emmerder les Français. Voilà. Et donc, et effectivement, et merci Emmanuel, vous nous avez emmerdés, mais jusqu'à la moelle pendant plusieurs mois et même plusieurs années avec ce Covid. Et c'est une violence qui était terrible. Voilà, interdiction de se réunir, interdiction de voyager, un ministre qui nous expliquait que le grand-père et la grand-mère devaient dîner dans la cuisine. Et tout ça au nom de la raison, Bien sûr. alors que bien entendu il s'agissait essentiellement de bouffées délirantes, mais ça illustre très bien cette idée que quelqu'un qui est persuadé d'être dans la rationalité et la raison et d'en être l'unique détenteur, et qui organise ce monopole, peut être délirant. Puisque nous avons commencé ces discussions par une autocritique, je voudrais lancer cette hypothèse de quelle attitude devons-nous avoir, nous C'était qui ma avons- question, donc Ah, bah, justement. très bien. Bah, mais merci de me la poser Allez par la prendre un pensée. café, Liselotte. C'était de la Voilà. télépathie. Eh bien, je pense que la bonne attitude à avoir, du coup, face à ces données, c'est de conserver notre radicalité politique au sens d'aller à la racine des choses, ne pas penser qu'il faut se laisser aller simplement à l'air du temps et qu'en étant dans l'air du temps, tout se passera bien. Non, restons qui nous sommes, cherchons la vérité pour de bon, mais en revanche, essayons de résister le plus possible à la polarisation affective. Laissons ces comportements absolument dégoûtants à nos adversaires. Ne tombons pas dans le piège de répondre à l'intolérance par l'intolérance, mais ne tombons pas non plus dans le piège qui consiste à courber les chines. Voilà, c'est un peu la ligne de Radio Courtoisie d'air, puisque nous sommes à la fois considérés, et à raison, comme des gens qui vont au fond des choses, comme assez radicaux, et aussi la courtoisie est inscrite dans notre nom. Et puisque justement Charlie Kirk est dans toutes les bouches, c'est précisément ce qu'il faisait, puisque son slogan c'était « Prouvez-moi que j'ai tort », et il invitait les gens à venir discuter avec lui. Bon, il se trouve qu'il avait raison à chaque fois, donc on s'en réjouit, mais il y avait quand même ce moment où il laissait les autres s'exprimer, et il arrivait souvent d'ailleurs même qu'il réclame le silence pour pouvoir laisser la parole à ses opposants, sans pour autant ensuite faire de concessions sur les réponses qu'il allait leur adresser. Exactement. Je vois plus le temps. Eh bien, il nous reste 5 minutes, chers amis, donc la discussion peut se poursuivre. Je voudrais redonner un exemple, effectivement, de quelqu'un qui n'est pas extrémiste au sens politiquement marqué, même si on voit qu'il est à gauche. C'est David Engels qui nous en parlait il y a quelques semaines à propos de cet Allemand transgenre qui était allé en Hongrie casser la figure à coups de marteau aux manifestants orbaniens qui avaient le culot de ne pas être totalement d'accord avec son projet de société personnelle. Et donc, quand je dis casser la figure à coups de marteau, il a laissé quasiment pour mort quelqu'un qu'il a défoncé à la masse. En attaquant par derrière. Voilà, et donc le voilà qui est réclamé par la justice hongroise dans un accès d'inconscience. La justice allemande considère qu'effectivement quelqu'un qui agresse les autres à coups de marteau pour les laisser morts ou quasi morts sur le sol est peut-être effectivement justiciable, et il a été envoyé en Hongrie. La France a refusé d'extrader vers la Hongrie son complice français.
enfin plutôt son complice résident français, qui, si je ne m'abuse, est d'origine roumaine. Parce que la violence du transsexuel est considérée comme une sainte violence ou est considérée comme une violence qui ne peut pas exister parce que si je suis dans le camp du bien, en fait, je ne suis pas violent. J'exprime des opinions à coups de marteau, certes. Et vous réagissez à une violence intrinsèquement illégitime et agressive qui fait que vous réagissez de manière violente par autodéfense. Alors que, dans leur esprit, un homme de droite, c'est lui qui porte la violence par ses idées nauséabondes et fausses. Charlie Kirk, effectivement, est violent parce qu'il va dans un campus expliquer que tout le monde n'est pas d'accord avec les étudiants. Et les étudiants lui disent « ce que vous dites me met en colère ». Ça. Ils disent, et même ça, et je me sens agressé et offensé. Eh bien, c'est le point clé de la polarisation affective, c'est lorsqu'on pense que l'idée des autres met en cause votre propre identité. C'est-à-dire qu'ils sont déstabilisés au plus profond par le simple énoncé d'une idée qui ne correspond pas à ce qu'ils font. Et ça, c'était l'un des 3 points que j'ai exposés, c'est-à-dire qu'ils finissent par s'identifier totalement à leurs idées. Et je pense qu'on en a une petite... un indice, c'est que je crois que quand les gens de gauche s'affirment, ils disent toujours « bonjour, je suis de gauche ». Quasiment, enfin, on sent que ça fait partie intrinsèque de leur identité. Et que si les gens de droite ne le font pas systématiquement, ce n'est pas seulement parce qu'on subit une certaine pression sociale et que c'est pas toujours bien vu, c'est parce que plus profondément, il ne leur vient pas à l'idée de se définir par simplement le vocable de droite. Moi, personnellement, je ne me lève pas le matin en disant « je suis de droite, je suis de droite et je suis content, qu'est-ce que je suis beau, je suis de droite ». Non, je me dis pas ça, je me dis tiens, je suis un père de famille et je me dis pas, mon Dieu, que je suis beau, je suis de gauche. Voilà, ça certainement pas. Mais j'en reviens quand même à ma matrice marxiste, parce que Lénine disait que le gauchisme était la maladie infantile du marxisme, et aujourd'hui on a le wokisme, et qui a imprégné quand même toute notre société, même ceux qui ne se reconnaissent pas dedans. Ils sont en fait teintés de wokisme, et ça c'est la maladie sénile du marxisme, vraiment. Et au fond, on reste marqué par cet esprit des Lumières, qui a inspiré le marxisme, et par ses déclinaisons. Je pense vraiment à ça. Je crois qu'il y a une vraie petite matrice qui peut infuser vraiment comme une nébuleuse. C'est-à-dire on peut être pleinement rouge, puis on peut être rose pâle. Mais Macron, il est rose pâle. Mais c'est lui qui va emmerder les Français, parce qu'au fond, lui aussi, il pense qu'il a raison, parce qu'il est juste, parce qu'il a fait une grande école, et parce que les autres sont des abrutis, des Gaulois... réfractaires. Des droitards, littéralement. Voilà, oui, mais depuis des ploucs. Hein. Oui, des ploucs. Oui. Et avec l'idée aussi, qui est constitutive à la chose, c'est j'ai le droit de changer d'avis, mais vous n'avez pas le droit de me le faire remarquer. Macron expliquait que s'il y avait un péché chez Marine Le Pen, c'était cet esprit belliciste qui animait le Rassemblement national. Et depuis 1 an, il nous explique qu'il faut absolument qu'on mette sur la tête des Russes. Mais c'est le même Macron. Il y a hors de question qu'on puisse lui expliquer qu'il se contredit. Oui, quand on est le bien de façon intrinsèque, on devient son propre étalon. Voilà. Et donc, c'est extrêmement pratique. Et même le roi du bien, en ce qui considère Emmanuel Macron. Donc, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Xavier Volniert, pour cet édito passionnant. Merci, Richard Desèze et Pierre-Alexandre Bouclé, d'avoir alimenter cette discussion donc, autour de ce thème, chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Et Xavier Volniert, on vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci.